qui est commun à nous tous, mais qu'on va introduire aussi et discuter aussi de la notion de chaîne de valeur, particulièrement avec l'économiste Kestner. Mon propos sera simple et clair, avec un caractère pédagogique, je veux dire, pour établir un tout petit peu cette notion, le contenu, le sens de cette notion de filière dont nous parlons tous les jours, et peut-être avec une conception différente de la part de chacun de nous. Nous avons parlé de filière. Nous avons parlé de filière. Et ce n'est pas seulement, comme commencer par dire ça, mais ce n'est pas seulement dans le secteur agricole que nous parlons de filière. Nous parlons tout de filière médicale. Nous parlons tout de filière d'enseignement. Et chaque fois que nous parlons de filière, nous avons en ligne. Nous avons un enchaînement d'activités. On nous dit une chaîne d'activités. Je l'ai dit comme ça à l'instant. Donc, pourquoi maintenant, enfin, Marcel a annoncé 90 minutes, 90 minutes dans le débat compris. Pourquoi maintenant consister de manière claire, de manière simple, à rentrer en dedans de son filière là, et ouais, chaque fois que nous parlons de filière, de qui ça exactement n'a pas parlé. En tout cas, si chaque monde nous a gagné une manière de voir cette notion de filière, nous allons essayer d'adopter un langage commun et dans le cas de session, ça dit chaque fois que nous parlons de filière, mais qui ça que nous devons. Donc, Jean-Marcel Mondésir est déjà annoncé lui. Contenu exposé de bien trois grandes parties. D'abord, nous allons jouer un sur la notion de filière. Ça va être l'essentiel de mon exposé. C'est ça qu'on me demande de faire, essayer de clarifier cette notion de filière. En deux, nous allons voir l'importance de la connaissance des filières, de la connaissance, de la compréhension du fonctionnement des filières dans le cadre de la vulgarisation agricole. Et en trois, nous allons parler un tout petit peu des filières porteuses, voir ce que c'est le concept de filière porteuse, quelles sont les filières porteuses en Haïti et pourquoi identifier des filières porteuses dans le cadre de la vulgarisation agricole. Avant de rentrer dans le vif sujet, à proprement parler, il est bon pour nous faire quelques petits rappels. Nous parlons de rappels. Parce que nous connaissons que la majorité des gens qui là maîtrisent ça déjà. Mais il est bon, en introduction à ça que nous allons parler, pour nous faire un petit rappel pour nous mieux rentrer dans ce sujet. D'abord, je voudrais vous dire, je vous apprends bien, que les exploitations agricoles génèrent des produits agricoles bruts. Nous voulons pour nous retenir seulement le terme produits agricoles bruts, qui ont sens. C'est-à-dire que c'est des produits générés au niveau de l'exploitation qui sont présentés en vrac ou chez l'agriculteur ou sur les marchés, mais qui n'ont fait l'objet d'aucune transformation. Ah ouais? Les produits agricoles bruts n'ont fait l'objet d'aucune transformation. Je voudrais vous signaler aussi l'importance de la transformation qui donne, on va dire comme ça, de la valeur, une certaine valeur ajoutée au produit. C'est-à-dire le produit agricole brut, non d'accord, peut qu'il y ait une certaine valeur, mais transformation, pas encore valeur ajoutée à produire. Donc transformation, nous parfois dans ça, nous d'accord ça, nous avons ça, nous parfois dans ça, mais transformation, finit en élément pour nous tenir compte de lui, l'un a analysé une filière. Et puis, je voudrais vous signaler aussi que ce que le consommateur utilise, le consommateur final, ça qu'il utilise, on va appeler ça un produit agroalimentaire. C'est-à-dire le produit utilisé par le consommateur final et qui est d'origine agricole, attention, je dis bien, le produit qui est d'origine agricole, on va l'appeler un produit agroalimentaire.
Donc il est évident que les activités de transformation et de commercialisation ingénieure induisent des coûts. Il y a lieu de signaler aussi que dans la plupart des pays, en tout cas dans les pays industrialisés, ce que nous avons appelé tout à l'heure les produits agricoles bruts, ça sert le plus souvent de matière première aux IA, aux industries agroalimentaires. Donc, c'est des pays côté, il y a des timouns, par exemple, qui ont 12 présents et qui passent moins, on pourrait sous pâte. Il va l'acheter pour les congeler, pour les mettre dans la caisse, au bon, qui déjà fait l'objet d'une certaine transformation, d'une première transformation. Ah ouais. Donc, les produits agricoles bruts servent souvent de matière première au niveau des industries agroalimentaires. Et puis, autre chose par rapport au dernier point qu'on a vu sur le slide précédent, il existe un certain nombre de produits alimentaires qui ne sont pas forcément d'origine agricole. Donc, on avait dit tout à l'heure que les produits alimentaires d'origine agricole, on les appelait des produits agroalimentaires. Ah ouais. Mais il existe aussi des produits alimentaires qui ne sont pas d'origine agricole, on parle alors de produits de service. Donc, c'est que l'idée bon pour nous faire finir au ça avant que nous commencer avec nous jeter mon base. Le après, nous allons rentrer dans le détail pour nous capables de mieux comprendre de tout ça n'a pas. Voilà un titre d'introduction. Et là, nous commençons à rentrer dans le sujet. C'est un mandat, il y a un moyen dans la filière parce que ça éclaircir la notion de filière, éclaircir le concept, qualifier le concept de filière. On n'a pas adopté une définition. En fait, il y en aura deux. Mais celle-là, en particulier, nous pensons qu'il traduit bien ça que nous appelons filière. Une filière est un système économique. Je ne vais plus m'arrêter là. Une filière est un système économique. Deux mots salauds traduisent tout. Premièrement, c'est le système. Ça veut dire ça. Ça veut dire que là-dedans, il y a différents agents, différents acteurs qui interviennent. Ah ouais? Donc, déjà, nous avons une notion. Chaîne qui commençait à passer dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'acteurs qui interviennent à différents niveaux. Son système. Il y a plusieurs éléments qui développaient entre eux un certain nombre de relations. Donc, une espèce d'interdépendance entre différents éléments constitués système. Donc, vous retenez ça, que en filière sont système. Plusieurs acteurs, plusieurs éléments, chaque monde qui est en fonction, chaque monde a un type d'opération qu'il y a conduit, mais ensemble, activité ça pour faire système non fonctionner. En filière sont système. Mais deux, en filière sont système économique. Parce que agents positionnés à certains niveaux du système, pour eux-mêmes, ils peuvent tirer un profit du système, de positionner, d'activité à faire. Ils ne peuvent pas acheter là, pour dire dans le système, ils vont dans la filière, nous sommes agents dans la filière, et puis c'est bien beau. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'intérêt, c'est d'obtenir en fin de compte un certain profit. On parle par exemple qu'il y a des gens qui ont des profits extrêmement élevés au sein d'une filière, ce n'est pas même forcément qui conduit plus d'activité sur un plan technique. Donc, intérêt, que ce soit pour le producteur de la activité technique, intermédiaire et au niveau en l'autre, les transformateurs et tous les autres, intérêt, c'est de générer un profit conséquent, on a dit peut-être. Vous comprenez? Donc, parier ça, notion profit. Donc, la filière est un système économique. Alors, pour aller jusqu'au bout de notre définition, donc on dit constitué par l'ensemble des canaux de distribution et d'approvisionnement utilisés par les producteurs vendant, attention, une même famille de biens. Une même famille de biens. Donc la filière peut être constituée par une famille de biens. Nous allons voir ce que cela veut dire tout à l'heure. Ah ouais. Donc, ça, c'est un système économique.
moi c'est essentiel là, avec des points finaux là. Mais par rapport à ce système économique, retenez ça pour un tout. Même famille de biens concurrents, nous allons voir tout à l'heure ce que cela veut dire exactement. Deuxième définition, la filière se rapporte à l'utilisation d'une même matière première. Compte tenu de cette définition, dans une filière, on retrouverait un certain nombre de produits fabriqués par un ensemble d'industries et qui utilisent le même matériau comme matière première. Donc, la filière se rapporterait alors à l'utilisation d'un même composant technique, d'une même matière première. Alors, pour illustrer tout ça, on va faire ce petit exercice avec les matières premières qui sont là et les familles de produits qui sont là. Donc on avait dit que la filière peut être vue comme une famille de produits concurrents, ou alors la filière peut être vue comme un ensemble de produits utilisant la même, un ensemble de produits dont on s'est servi de la même matière première pour les génies. Donc, même famille de produits ou même matière première. Il va falloir, à notre niveau, en tant que cadre, en tant que responsable, en tant que professionnel, en tant que technicien, identifier une filière. Comment est-ce qu'on identifie une filière? Les deux définitions, même famille de produits, même matière première. Même famille de produits, même matière première. Comment alors identifier la filière? Évidemment, dans une filière, on va retrouver plusieurs produits. Mais il y aura un produit principal qui donnera son nom à la filière. Il y aura un produit principal qui donne son nom à la filière. Même matière première, on nous prend bonne. Nous parlons de filière manque. La manque, en tant que produit agricole brut, la manque, en tant que matière première. Pardon. Le nom de filière manque, la donne, n'a pas, par exemple, plusieurs variétés de manque. Manque aussi, variété d'exportation et ainsi de suite, mais plusieurs autres variétés. Manque au fil, mangue, manque au bâtisse et ainsi de suite. Dans l'analyse filière-là, nous sommes obligés de tenir compte de tout ça. Vous comprenez? À l'inverse, si je parle de la filière jus, attention, c'est le mot jus qui donne son nom à la filière, on est d'accord. On est d'accord. Et là-dedans, on va trouver le jus de mangue, cela va de soi, mais aussi le jus d'orange, le jus de grenadine, et ainsi de suite. Donc on comprend que la filière mangue, c'est pas la même chose que la filière jus. La filière mangue, même matière première, la filière jus, famille de produits. On est d'accord? Donc là, tous les produits dérivés de la mangue font partie de la filière mangue, alors que tous les jus, quelle que soit la matière première utilisée, font partie de la filière jus. On est d'accord? Je vais prendre un autre exemple, la canne à sucre. La canne à sucre comme matière première, bon, il peut y avoir la canne à sucre, produit principal, et après, le sucre, le lavado, le terrain, le sirop, et ainsi de suite. Donc le sucre, comme matière première, la filière sucre va donc considérer tous ces autres produits-là. À l'inverse, pardon, la filière canne à sucre, la filière canne à sucre va considérer tous ces produits-là. À l'inverse, la filière sucre va considérer le sucre de canne, le sucre de betterave. Attention, la betterave ne fait pas partie de la filière canne à sucre. Et attention, dans la filière sucre, on va considérer le sucre de betterave. Vous êtes d'accord? Même famille de produits. On va considérer le sucre raffiné, le sucre brut, et ainsi de suite. La filière bois. Donc pour les produits générés à partir du bois comme matière première, le bois lui-même déjà, mais après le charbon de bois, le bois de construction,
des meubles. Ah ouais. Et puis il y a la filière ameublement, où il soit question de meubles en bois sur la base de soie, mais aussi de meubles en plastique, de meubles en fer forgé. Donc c'est pas la même filière. Donc d'un côté, même matière première, de l'autre côté, même famille de produits. Il en va de même de la filière cuir, même matière première, bah ouais. Le cuir, on fait des chaussures, nous sommes d'accord, ça rentre dans la filière cuir. On fait aussi des valises pour les dames, ça rentre dans la filière cuir. On fait aussi des ceinturons, bah ouais, ça rentre dans la filière cuir. Nous sommes d'accord. Mais attention, il y a à côté la filière chaussures. Les chaussures pouvant être faites à partir du cuir, mais attention, il peut y avoir aussi des chaussures en plastique et ainsi de suite. Ah ouais. Voilà, donc j'espère que vous établissez bien la différence entre une filière que l'on identifie avec un produit servant de matière première, ou alors une filière que l'on identifie comme étant une famille de biens, de produits complets. L'approche filière. Comment fonctionne une filière? Cette définition, en tout cas, ce que je suis en train de projeter là, vient d'un monsieur qu'on appelle Louis Manassis. On parle de lui comme étant le père de l'économie agroalimentaire. Il est français, il a été mon professeur par ailleurs. Donc c'est bien pour une bonne inclination. Et c'est un économiste agricole, on a dit, qui fait parler de lui, pas seulement en France, dont les livres ont été traduits carrément en anglais, même aux États-Unis. Donc cette définition est de Louis Manassis. L'approche filière consiste à suivre l'itinéraire d'un produit agroalimentaire, depuis la production des matières premières servant à sa fabrication, jusqu'à son utilisation finale en tant que produit alimentaire consommable. Déjà dans cette définition, on voit l'idée de chaîne d'activité. J'utilise le mot chaîne ADC. Tout à l'heure, on va parler de chaîne de valeur. Et là, vous voyez qu'il est question d'un produit agroalimentaire dont on a utilisé des matières premières pour sa fabrication. Donc, tout le processus de fabrication, c'est pas filière, évidemment. Et après, tout le processus de transformation, qui est aussi de la filière. Et puis après, il va y avoir la consommation finale. Donc, l'approche consistera à tenir compte déjà du niveau de l'amont de la production, je commence à parler de ça, du niveau de production lui-même, et puis après de l'aval de la production aussi, nous y reviendrons tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de conduire énormément d'études filières ou de travailler avec des collègues dont la Boulogne Chérie et mon collègue Chesnel Jean qui ne peut pas être là aujourd'hui au poste de Tibongouya. Et nous avons eu l'occasion de constater que, à quelques nuances près, les études filières se structurent d'une certaine façon. Il y a un certain nombre de trucs, un certain nombre de choses que le commanditaire attend d'une étude filière. On ne commande pas une étude filière pour voir des consultants raconter n'importe quoi, raconter leurs histoires, mais nous dire clairement en quoi consiste la filière, c'est-à-dire quels sont les composants de la filière, quelles sont les différentes parties de la filière, comment se présente la filière, quels sont les acteurs qui interviennent au niveau de la filière, et après, pour faire des recommandations pouvant aider le commanditaire dans son propre travail et pouvant aussi contribuer à améliorer, enfin, à atteindre facilement les résultats que lui, il veut produire. Donc, il y a trois aspects fondamentaux. J'utilise le mot fondamentaux, qui devraient être incontournables. Les fondamentaux d'une étude de filière, voilà. D'abord, l'identification de la filière. Dans les termes de référence, on identifie déjà la filière. On dit là qu'il faut étudier la filière piscicole, par exemple. Mais après,
il va falloir dire, en dehors du riz, quel autre produit existe dans la filière, quelle est leur importance, et le riz lui-même déjà, quel parcours il va suivre. Je vais vous dire que j'ai conduit une étude filière sur le riz pour l'IFA à un certain moment. Et l'une des grandes découvertes que j'ai faites, ça a été une grande surprise, c'est que le stock le plus important de riz produit dans la disponible va dans le nord. Pas du tout, non, pas du tout. Je pensais que la capitale, bah ouais, attrapait tout, recevait tout. Donc, l'essentiel de ce qui est produit dans la disponible en matière de riz, à mon avis, viendrait au niveau de Port-au-Prince, au niveau de la capitale, pas du tout. Pas du tout. Le riz de la disponible, pour l'essentiel, va dans le nord. Ça a été une grande surprise. Donc, dans le nord, ça a été une grande surprise. C'est pour ça qu'on fait des études, pour ne pas raconter des choses que tout le monde connaît, mais découvrir un certain nombre de choses originales carrément, mais aussi faire des recommandations pour améliorer ce qui se fait. Donc les produits, les itinéraires, c'est-à-dire les axes de commercialisation, c'est-à-dire quelle voie utilisent les opérateurs pour atteindre les consommateurs, qu'est-ce qu'ils font comme activité, les différents opérateurs, donc les fonctions, les opérations, et puis les flux du véhicule parler, c'est-à-dire les stocks qui circulent, les flux, dans quel sens ça va, et quelle quantité aussi circule. Donc il est temps de parler de tout ça dans une étude filière. Donc la détermination des composantes de la filière, je vais en parler tout de suite, comme deuxième point important, une étude des mécanismes de régulation. Évidemment, on y parlait tout à l'heure, je n'ai même pas besoin de mettre ça comme un quatrième point. Le chapitre de recommandation, c'est le chapitre essentiel attendu de consultants dans une étude de marché, dans une étude filière. Donc on a parlé des différentes composantes d'une filière, ceci doit être clair dans le cadre d'une étude. Et le responsable du secteur agricole, à n'importe quel niveau, le responsable que je suis au niveau du secteur agricole, doit comprendre aussi qu'une filière se présente ainsi avec trois grandes parties. L'ingénieur agronome, d'une manière générale, s'intéresse à la production. Sur le plan technique, il veut toujours utiliser des paquets, des nouveaux paquets techniques, technologiques, si vous voulez, pour augmenter la production, pour augmenter les rendements, on va le dire comme ça. L'agriculture, c'est une activité technique, cela va de soi, mais elle est aussi économique. Et la production agricole en tant que telle a un environnement qui n'est pas d'appréhender aussi. Désormais, pièce qu'on n'est pas capable de vivre, c'est-à-dire produit, détaché, isolé, secteur agricole là tout lui-même, il n'est pas capable, technicien agricole là lui-même, pas capable de dire que le secteur A, ok, même dans le secteur A, moi-même, à partir du moment que la production agricole a augmenté, tout va bien. Il n'est pas capable de penser. Déjà, nous parlons de nouveau que pour assurer la production agricole, s'il vous plaît, pour assurer la production agricole, vous êtes obligé de compter sur des secteurs connexes. Et nous parlons là que l'agriculture dont on a fait promotion, nous mettons en point de l'an, il y a au amont et il y a au aval, qui ont même fait partie de filière. L'agriculture a gagné au amont, il y a au aval. D'ailleurs, ça y a même agriculture avec la naissance. Donc, il y aura un secteur agro-industriel, et ça doit apparaître dans une étude filière, qui concerne, en tout cas, une étude qui concerne une filière agricole. Ce secteur agro-industriel comprend les industries d'amont, on va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en avant par rapport à l'agriculture elle-même. Et ces industries d'amont produisent des machines agricoles et les engrais. Nous sommes d'accord
nous sommes d'accord que pour faire une agriculture intensive, une agriculture moderne, on est obligé de compter sur les machines et sur les écrans. Il y a un secteur qui est produit. Et ce secteur fait partie des filières agricoles. Évidemment, il y a l'agriculture à proprement parler, mais suite à ça, il y a l'aval de l'agriculture, où l'on trouve le secteur agroalimentaire, qui, par la transformation, deuxième transformation, élabore les produits alimentaires. Et là, on va retrouver la transformation, la distribution, la restauration encore au foyer, la consommation d'une manière générale. Alors, je peux résumer tout ça dans un petit schéma. Au niveau de la faculté d'agronomie, on comprend très bien, particulièrement pour ceux-là qui font comme ça, la filière d'économie agricole. Il y a l'agriculture, pour laquelle de nombreux ingénieurs agronomes sont formés. Et sur le plan économique, il y a un cours qui va avec, qu'on appelle l'économie de la production agricole. Donc, ce secteur-là, les ingénieurs agronomes maîtrisent bien. Pas de problème. Mais en amont de ce secteur, de la production agricole elle-même, il y a l'économie agro-industrielle. On a parlé tout à l'heure du secteur agro-industriel. L'économie agro-industrielle, avec qui fait l'objet d'un cours aussi. Et puis en aval, il y a l'économie agroalimentaire, qui concerne essentiellement la production agroalimentaire, qui concerne essentiellement la transformation, la restauration, la consommation d'une manière générale. On a dit tout à l'heure que la filière c'est un système. On retient ça. La filière est un système. Et à l'intérieur de ce système, il se développe un certain nombre de relations entre les acteurs. La Fontichita sont 4 points comme type de relations. D'abord, des relations de complémentarité. Il existe une certaine division technique du travail, des activités. Il y a des acteurs qui produisent des œufs fécondés, il y a des acteurs qui produisent des poussins, il y a des acteurs qui s'occupent de l'élevage des poulets de chair. L'un dépend de l'autre. L'un dépend de l'autre. Travaillons permet de l'autre là travailler. Et yon pas travail, l'autre risque pas travail. Nous avons déjà la notion de chaîne. Donc, celui qui produit les pousserets, pendant un mois, il ne travaille pas. Celui qui s'occupe de l'élevage des poulets de chair ne pourra pas travailler non plus. Parce qu'il n'y a pas approvisionné. Nous sommes d'abord pour bien montrer l'idée de chaîne, l'idée de maillon et l'idée aussi de complémentarité. Travail yon provoquer travail pour l'autre. Une espèce de dépendance déjà là entre activités, différents types d'acteurs au sein de la filière, au sein de la chaîne. Des relations de solidarité aussi. Au niveau de même maillon, on peut voir par exemple que les acteurs s'entendent pour défendre leurs intérêts face au pouvoir public par exemple. C'est-à-dire que là, si l'État prend en disposition côté intérêt, nous, nous maillons ça, acteurs, nous maillons ça, nous sommes intérêt réalisé, pour une fois, il y a plié concurrence, non? Il y a entendu là pour défendre l'intérêt, des relations de solidarité. Même évoquer déjà sur concurrence, non, cela va de soi, des relations de concurrence. Parce que chaque acteur a fait gagner la plus grande part du marché. Imposer un peu plus, mais il ne faut pas là. Faire plus quoi, c'est un faire plus quoi. Générer un gros profit. Évidemment, des relations de dépendance. Bon, moi, il y a un exemple que je ne parle pas, mais tellement parlant,
c'est l'exemple justement de la production de poulet de chair. Les années 90 en Haïti, donc il y avait un producteur très fort, et puis il y avait d'autres petits producteurs autour qui ont été, comment on dit ça, ankylosés. Ankylosés, c'est pas bon mot là. En tout cas, phagocytés. Phagocytés par le plus gros. Par le plus gros. Au final, ils ont leur côté des petits producteurs qui travaillent pour produire des poulets de chair qui vendent mieux à l'entreprise qui va leur donner mieux ma place moins cher. En clair, ça veut dire quoi? D'une part, ces petits producteurs dépendaient du plus grand déjà pour les aliments, pour la volaille. Ensuite, lorsque le gros produisait des poulets à 3 livres ou à 3 livres, eux autres produisaient à 2 livres et 2 livres et demi, donc le marché, ça ne faisait pas le poids. Ah ouais. Et puis après, lorsque ils n'étaient pas approvisionnés en aliments, ils ne pouvaient pas travailler. Ils ne pouvaient pas travailler. Parce qu'ils dépendaient justement du plus gros producteur. Avec le temps, tout le monde disparaît, ni petit ni gros, vous comprenez? Mais c'est une manière de dire qu'au niveau de la production de poulet de l'année 90, il y avait justement cette dépendance de la plupart des producteurs, du plus grand nombre de producteurs, ah ouais, donc dépendance de plus grands producteurs que je pourrais citer, que tout le monde connaît par ailleurs. Ok. On a rentré dans des bagages qui ont un caractère plus pratique pour bien. Pour voir comment il était important pour un technicien, pour un professionnel, pour un responsable du secteur agricole de bien connaître les filières. On a travaillé comme technicien, comme encadreur, même pour cet encadrement technique, un bâtiment, il me semblait mettre les sujets dans un cadre. Bon, on dit pas ça grossièrement, mais pour monter que le barème même, moi je préférais accompagnement, comprendre des bagages de gens qui s'offrent. Et en tout cas, la migration, c'est un peu ça. C'est l'introduction de nouveaux bactères, de nouveaux bactères techniques, c'est l'introduction de nouvelles méthodes, c'est l'introduction de nouveaux outils pour améliorer la production. Donc, en quoi la connaissance des filières peut-elle être importante pour un technicien, pour un professionnel du secteur agricole? Déjà, il s'agit de bien comprendre le fonctionnement des filières. C'est quoi une filière? On vient de le voir un petit peu. Comment fonctionne une filière? Quelles sont les différentes parties d'une filière? Là, on commence à comprendre un tout petit peu, à ce niveau de l'exposé, on commence à comprendre un tout petit peu de quoi on parle. Mais aussi, je parle des filières les plus importantes. Je reviens dessus tout à l'heure, parce que si nous parlons de production agricole, une responsabilité qui s'amène là, si nous parlons de développement agricole, nous vivons un moment côté, il faut que nous connaissions à qui ça n'a mangé, à qui ça n'a touché. Nous déjà dans le pays côté ressources limitées, on n'a pas de ressources financières, mais on n'a pas tout de ressources humaines. Côté, nous faisons du gaspillage. Nous touchons à tout. Je vous dis par exemple, le ministère de l'Agriculture s'occupe des campagnes de maïs, de haricots, d'igname, de culture maraîchère, et ainsi de suite. À force de toucher à tout, vous ne voyez pas les résultats. Moi-même, je suis convaincu d'une chose, que maïs avec haricot, par exemple, producteur haïtien a toujours fait. Il va me dire, qu'est-ce qu'on fait promotion produit ça pour continuer au bio? Mais convaincu de ça. En terre, est-ce que le ministère est obligé d'impliquer le vrai dans la campagne de production du maïs, de production du haricot? Je dis. À l'inverse, un certain nombre de produits, ça c'est opinion, que le ministère là a dû mettre l'emphase sur mettez pas là. Le ministère choisit d'accompagner ces filières-là. Nous pensons que nous avons rien. Nous avons fait tout pareil. On a ça de faire, nous prenons ça pour nous faire briller, pour nous faire net.
pour aller jusqu'au bout et pour nous voir les résultats. C'est pour ça que je parle de filières les plus importantes, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, l'ingénieur agronome, en tout cas, le professionnel qui travaille dans le secteur agricole devrait bien comprendre le fonctionnement et les réalités des filières, je dis bien les plus importantes. Appréhender l'amont et l'aval de la production agricole. On va parler tout à l'heure un petit peu. Mais attention, les intégrer dans les processus de développement de la production. C'est le deuxième partie, ça qui est important. Pas travailler pour tout, mais tenir compte de l'environnement, l'amont et l'aval de la production agricole. Donc, bien cerner l'environnement économique, on a dit que la filière c'est un système économique, et que les différents acteurs recherchent un profit. Donc, bien comprendre l'environnement économique pour mieux se positionner, pour mieux générer ce profit, je vais dire, et considérer aussi les liaisons, les relations qui peuvent exister avec des secteurs connexes. Je ne vais pas dans les détails à ce niveau-là. Donc je continue sur la même lancée. Et ça, c'est extrêmement important. Valorisation des rapports d'études. Moi-même, c'est consultant des bagailles, il m'a pas chance de dire. Parce que je cherche des opportunités pour faire des consultations. Il m'a dit, par exemple, que ça m'est déjà arrivé de faire une même consultation deux fois. C'est tant mieux pour moi. Mais je dis que les commanditaires auraient pu faire l'économie de ça. Ah ouais, en valorisant les rapports d'études qui existent déjà. Déjà en recherchant ces rapports, savoir qu'ils existent et travailler avec eux, par exemple. M'avait dit comment ça, je m'avais fait deux études dessus, mais moi-même j'ai fait valoir ça, que cette étude est déjà faite comment. Le commanditaire me dit, écoutez, moi-même je dois faire une étude, les thèmes de référence sont ce qu'ils sont, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Je marche. Vite fait, bien fait. Mais je constate que ceux-là qui prennent les décisions ne tiennent pas toujours compte de ce qui a été déjà fait. Et là, dans ces rapports, il existe beaucoup de fois des recommandations qui sont très pertinentes, qui sont reconduites chaque fois. Reconduites chaque fois, à chaque étude, on constate exactement les mêmes recommandations. Donc, moi-même, m'arriver à dire que on fait des études, parce que ça fait partie de programme, parce qu'il y a le financement pour. Mais au final, pour qu'il y ait une utilisation. Moi, il est là, parce que c'est pas bien mis au poursuite premier, donc on va un petit peu sur le valeur, je veux bien qu'on me donne des études à faire. Ah ouais, mais il faut nous questionner ça. Assurer une insertion normale du ministère de la Culture dans l'environnement institutionnel. On va parler tout à l'heure de l'environnement institutionnel là. Ah ouais? Mais c'est important de savoir que, à côté de la filière à proprement parler, en fait, on va dire, dans les contours même de la filière, il y a un environnement institutionnel. Il y a de nombreuses institutions qui travaillent pour le développement de la filière, dont le ministère de l'Agriculture. Quel est le rôle de chacun? Est-ce que le ministère de l'Agriculture s'insère bien dans la démarche? Est-ce que c'est articulé? Est-ce que tout le monde comprend les missions de tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas d'enchevêtrement, d'empiètement, on va dire comme ça? C'est important de le savoir. Et je pense que là, il y a une démarche à faire qui devrait consister, si vous voulez, à établir les rôles, les missions de chacun et à trouver la cohérence, si vous voulez, dans les actions de chacun, dans les interventions de chacun. Pas parce qu'il y a des gens, tout le monde fait la même chose. Même je travaille à Dieu. Je travaille à Dieu. Il y avait un projet dont j'étais le directeur, donc je connais ce que je faisais moi-même. Et puis je vois les autres à côté qui font pratiquement ou presque la même chose. La même chose. Mais on aurait pu diversifier les activités, mettre ça dans le cadre d'un plan global de développement de la commune, et puis
plutôt que de faire ce que l'autre fait, produire quelque chose d'autre au profit de la commune. Mais tout le monde peut faire la même chose. Il y a mieux que ça. C'est-à-dire, si on voit une approche réussie, on dit, ah, moi-même, je vais aiguiser peut-être dans la même approche, je vais faire peut-être la même chose. Peut-être que ça va réussir aussi. Faire un an. Pour avoir un édit. Et ça n'aide pas la commune. Tenir compte des réalités des filières de la planification des campagnes agricoles. On a vu les différentes parties de la filière. On va prendre tout à l'heure l'exemple de la filière musicole dans la toponymie. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, que l'ingénieur agronome s'intéresse à la production. On va nous dire par exemple que la production risicole a augmenté de 10% cette année, puis tout le monde est content. Tout le monde est content. Et alors, le riz, pour qu'il soit disponible pour le consommateur, il doit être transformé. Quelle est la situation des usines de transformation de riz? Imaginez, c'est des matériels désuets. Désuets. On dit là, bon, on va dire 804. Mais c'est pas vraiment, c'est une manière de dire. On comprend, mais vraiment, des matériels obsolètes. Obsolètes. Et pour qu'il y ait un, on peut pas jouer une pièce de rechange encore. Donc, si vous êtes une institution, vous vous occupez de la filière riz, vous êtes intéressé au développement de la filière riz, vous ne pouvez pas vous intéresser uniquement aux producteurs agricoles. Il faut voir la situation des gens qui s'occupent de la transformation du riz aussi. De la même manière, il faut voir comment les producteurs sont prisonniers en écran. De quoi est-ce qu'ils disposent comme équipement, comme matériel agricole? Dans quelles conditions ils travaillent? Et puis les fournisseurs, qui y sont, comment ils travaillent? Et mettre l'emphase sur le développement des filières porteuses. Les filières porteuses. C'est un terme à la mode aussi, presque au même titre que filière ou chaîne de valeur. En fait, filière n'est pas si à la mode que ça. Filière, ça fait longtemps qu'on en parle, même si nous n'admettons pas une définition, un contenu commun à tout le monde. Chaîne de valeur, c'est plus nouveau, en Haïti. Mais filière porteuse, de plus en plus, on en parle aussi. Comment pourrions-nous définir une filière porteuse? Pourquoi? Pour quelle raison pourrions-nous une filière qui est une filière porteuse? Les filières porteuses sont celles qui sont susceptibles d'être développées techniquement. C'est-à-dire qu'on a tous les atouts pour développer ces filières. Vous voyez, on va déjà vers la définition des filières. C'est-à-dire quel produit principal, quel autre produit dans la filière. Mais techniquement, on se rend compte que sur ce terroir-là, dans les conditions actuelles de production, c'est faisable. Objectivement, c'est faisable. Et attention, elle peut contribuer aussi à l'augmentation de la production agricole de manière générale. C'est-à-dire qu'on est sûr de pouvoir générer ce produit-là techniquement, mais on est sûr aussi qu'en encadrant, en développant, en faisant la promotion de cette filière, ça peut contribuer à l'augmentation de la production agricole. Une filière porteuse devrait pouvoir induire un revenu plus conséquent aussi pour les producteurs impliqués. Les acteurs importants, c'est eux qui produisent. Donc, ils vont s'intéresser s'ils ont l'assurance, s'ils ont la garantie qu'en bout de chaîne, ils auront un revenu plus substantiel. Et enfin, grâce à l'exportation, contribuer au relèvement de la balance commerciale par des revenus de devise. Alors, on est ça à faire obtenir un débat. Vous projetez le quand même. Vous projetez le quand même. C'est qu'on dit, c'est pas heureusement on y va. Vous projetez le quand même. De plus en plus en Haïti, on parle de filières porteuses communes, celle de l'agriculture. De plus en plus, on parle aussi de filières porteuses. Nous souhaitons tout à l'heure comment nous sommes capables de définir, comment nous sommes capables de comprendre
en filière, que nous avons dit filière porteuse. Le ministère de l'Agriculture a produit un certain nombre d'études, IICA, qui comment des études aussi. Alors, pour l'IICA, par exemple, moi-même, j'ai fait deux premiers, la filière riz, la filière banane. Le ministère de l'Agriculture et l'IICA étaient entendus pour identifier un certain nombre de filières, des filières porteuses. Il ne sait pas complètement là. Il ne sait pas complètement. Il a beaucoup identifié 9. Donc, première étude avant que de rentrer dans une étude particulière pour chacune de ces filières. Le ministère a identifié à peu près une dizaine aussi. Donc, sur liste là, il y a 5 filières que l'IICA a fait étude pour eux. Donc, riz, banane, volaille, mangue, culture maraîchère. Donc, on connaît clairement que les bananes, ça c'est consultant qui fait ça. Volaille, je sais que c'est la Boulogne Châtelain. Et puis, mangue, c'est Philippe Mathieu, c'est ma mémoire est bonne. Culture maraîchère, on m'a changé pour nous. Donc, et puis, il y a l'autre, canne à sucre, igname, lait de vache, ça coûte très cher à ceux qui ont la production animale. Qui est rentré dans la liste, pas ministère là tout. Donc il faut combinaison des deux et me sortir vite ça. Donc, poser une autre question, on va dire nous commencer. Pour dire que pêche pas la donne, que pêche pas aux filières porteuses, je n'ai pas dit ça, on dit nous retenons vite ça. Ok. Donc, l'importance de connaître filière porteuse, de connaître comment elles fonctionnent, de bien comprendre aussi qui est acteur, c'est justement pour faciliter l'intervention sur le plan institutionnel. Pour faciliter l'intervention. Nous allons prendre l'exemple filière risicole de la c'est pour l'électricité à là. Et quand on travaille sur lui, donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. Et quand il y a un réseau de la Papa, il a élaboré trop, il a eu une occasion pour parler de ça. Moi, c'est qu'il y a un représentant SIFA qui l'a dit, donc on ne va pas anticiper ça qu'il y a pris pour nous dire. En plus, effleurer plus rapidement, le cas du riz pour l'illustration. Donc, la par qu'il la donne, une question par exemple, qu'il la donne, en guise d'illustration. Alors, nous présenter l'approche qui est laquelle nous sommes faits là, nous comprenons que nous parlons de palier, nous parlons de maillon, nous parlons de niveau. Donc, l'approche qui est là proposée, on découpage pour entrer en développement. Donc, si vous avez bienvenu pour faire pour entrer en développement, pour faire du développement, il faut bien assurer le découpage là, bien identifier acteurs, où est nature, où est l'activité, et où est comment on va intervenir dans chaque niveau pour assurer un développement global. Donc cette approche, l'approche filière, suppose d'identifier chaque maillon de la filière. D'identifier chaque maillon de la filière et voir comment on peut intervenir sur chacun de ces maillons. Donc j'en viens à l'exemple du riz de l'Artibonite. Donc dans l'Artibonite, le MAN et le projet SIFA se préoccupent, attention, je n'ai pas mis ce mot en évidence, mais il faut le retenir, mais ça me va parler après, du financement des productions agricoles. Donc le projet SIFA, c'est un système de financement et d'assurance agricole en Haïti, qui est un chapeau IICA évidemment. Pour la filière risicole de la Tibonite, nous avons essayé de dire là, il y a 5 maillons pour nous bien identifier. 5 maillons. Les fournisseurs de services, on a besoin d'engrais, on a besoin de semences, on a besoin de services de labourage. Les fournisseurs de services, les producteurs agricoles eux-mêmes, les transformateurs, les responsables d'ateliers de transformation, usines, les concentrés. Les commerçants, les madame Sarah urbaine et locale,
Et puis les transporteurs, ils ont moins important chez nous, mais il faut qu'ils des autres. Alors, ça pour nous montrer, c'est que la plupart des acteurs, ça y est, si vous voulez, la plupart des acteurs, ça y est, ils sont organisés en association, en coopérative. Si nous avons analysé les filières, si nous avons essayé de comprendre les filières, il faut essayer de comprendre aussi ces structures-là, les coopératives agricoles, les organisations de producteurs agricoles, les organisations de commerçants aussi, les organisations de transformateurs aussi. Donc, à tous les maillons de la filière, j'allais dire de la chaîne, parce que j'utilise le mot maillon indécis. Donc, la question du financement doit être inscrite dans ce système d'activité et dans une logique de développement global de la filière. Alors, on aborde la dernière ligne droite pour intervenir avec cet exposé. Volontairement, j'ai enlevé de la liste des acteurs l'environnement institutionnel. Pourtant, l'environnement institutionnel met en face de nous des acteurs importants. Le ministère de l'Agriculture, les services publics d'une manière générale, des ONG, des coopératives importantes. Donc, l'environnement institutionnel dont je parle, vous devez le savoir, fait également partie de la filière. Ce qui importe de rechercher, c'est la cohérence dans les interventions, l'articulation, mais aussi et surtout, ce qui n'est souvent pas le cas, l'efficacité. À propos du ministère de l'Agriculture, qui est responsable du pilotage du secteur agricole, en principe, il devrait avoir un rôle, un rôle de leader dans la conduite des projets, des programmes au niveau du secteur. Je dis que le ministère doit faire valoir son idéologie. Pas toujours subir les choses, voir les choses venir et les accepter, mais se positionner d'une manière à donner, à indiquer les orientations. En termes de politique, en termes de marche à suivre et aussi en termes de calendrier. Alors, il arrive vers 11h30, donc il arrive à la fin. Si vous avez bien suivi, au début de cet exposé, je n'ai pas proposé d'objectif pour mon intervention. J'ai suivi un tout petit peu les objectifs dont Pascal Lundi a parlé. Mais à la fin, pour mettre un peu d'ordre dans ce que j'ai dit et pour annoncer un tout petit peu ce qui va être dit, j'en reviens donc aux objectifs pour un professionnel du secteur agricole. On a considéré ça par rapport à ça, nous sommes dit là, on a quel ça nous par rapport à ça. Pour aller dire plus de voir la session formation. Donc, formation lui-même, ça doit conduire nous-mêmes, professionnels du secteur agricole, à gagner capacité ça. Caractériser une filière, nous commençons effectivement à parler, on a dit ça un peu, qu'on est à l'aise, caractériser une filière, analyser le mode de fonctionnement en filière, soit en plan technique, soit en plan organisationnel, mais aussi, on n'est pas négligé, soit en plan économique. Analyser les relations entre différents acteurs au sein de la filière, les relations d'interdépendance, les conflits pouvant exister, les enjeux des différents acteurs, et aussi analyser la capacité des filières de production agricole à être compétitives. Filières compétitives, tant sur les marchés locaux que sur les marchés internationaux. Voilà.
je vais m'arrêter là. Je constate que vous constatez que j'ai fait une présentation avec un caractère très pédagogique. L'idée, bon, on me dira toujours que j'ai une approche professorale et j'assume. C'est ce que je sais faire. L'idée, c'était de vous permettre de mieux appréhender le concept de filière, de vous faire voir comment fonctionne une filière. L'idée, c'était de mettre aussi en relation la notion de filière et la notion de vulgarisation. Et l'idée, c'était aussi de vous parler un tout petit peu de ce que sont les filières bordeuses et quelles peuvent être les filières bordeuses en Haïti aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me dis prêt. J'attends M. Mondésir, mais je ne sais pas s'il va y avoir une petite séance de débat. Je vais dire prêt pour répondre éventuellement à un certain nombre de questions. D'abord et avant tout, nous remercions le professeur Jaditon. Donc, personne dans l'Assemblée n'est surpris parce qu'on est habitué avec le professeur. Donc, nous pensons que dans les débats, il va y avoir certaines clarifications. Mais pour le présent moment, nous allons avoir une deuxième présentation, celle de la Bible. C'est la présentation de la Bible, c'est l'intégration des producteurs dans l'agri-business. Donc, cette présentation va durer une vingtaine de minutes. Après, on aura un débat beaucoup plus enrichissant. Donc, nous demandons tout le monde pour ramasser les questions et nous allons vraiment un temps raisonnable pour discussion, pour personne là pas arrêter sous soif. Donc, sans plus tarder, je passe le microphone au représentant de la ville, c'est monsieur Gomez. Bonsoir, je me présente. C'est un honneur d'être ici avec vous. La ville a préparé ça depuis longtemps avec vous-même, avec l'unité du Diocèse, une opération de développement une filière agricole. Alors, je voudrais bien vous expliquer un peu certainement cette opération, peut-être les autres opérations que nous avons qui peuvent parfaitement s'utiliser pour le développement de l'agriculture agricole. Alors, pendant que la présentation arrive, je commence. Nous voyons le secteur privé de n'importe quel pays. D'accord, c'est bien. Si tu peux me mettre la troisième ou la deuxième, il y a une petite pyramide là. La voilà. Alors, nous voyons le secteur privé de l'Haïti comme une pyramide dans laquelle il y a très peu d'acteurs. Ici, il y a des PME, il y a des microproducteurs et puis entrepreneurs. Alors, pour travailler à développer différents layers, différents niveaux de la pyramide, il faut des programmes différents. Le premier, pour développer la tête d'une filière porteuse, pour développer l'entreprise entre. C'est la présentation que je voudrais vous parler. Pour les PME, c'est différent. Pour les microproducteurs, c'est différent. Et au même moment, nous avons aussi des programmes que vous connaissez, de Bruno Jacquet porte comme programme de transfert technologique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on devrait rentrer à aider comme gouvernement, comme multilatéral de gouvernement, pour aider à investir une filière? Si on voit ce qui s'est passé à Haïti après le tremblement de terre, on voit que vraiment il n'y a eu pas d'investissement privé dans l'agriculture. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un risque, d'accord? Parce qu'il y a un intérêt pour les banques mortes sont trop chères, d'accord? Il y a beaucoup de problèmes là. Alors, il faut rentrer à appuyer l'investissement. La première question, c'est comment le faire? Parce que si tu aides, imaginons que nous avons 4 monsieur Café, monsieur Banane, monsieur Sucre, par exemple. Alors, monsieur Café a de l'argent, une compagnie qui est bonne en Haïti, il investit, il fait son argent avec sa compagnie
pourquoi l'État devrait aider M. Café? Ou si M. Banane veut arriver à investir à plein de domaines, pourquoi l'État devrait aider M. Banane? C'est évident. Et si on décide de l'aider, comment l'aider? Parce que si on entre dans le capital de son entreprise, toujours la gestion PPP d'une compagnie, c'est pas une question évidente. Le politique, le privé ensemble, c'est bien, mais c'est difficile à gérer. Alors, comment le faire? C'est un jeu. Un modèle très typique, vous connaissez par exemple les banques multilatérales comme nous-mêmes ou la Banque mondiale, ont leur fenêtre privée. IFC, c'est très connu, ils donnent des prêts à d'autres marchés, en compagnie, aux gens. Ça, c'est un modèle. Ce que nous voulons faire ici pour aider le gouvernement est un peu différent. Disons que nous avons M. Banane qui veut investir à la plaine de l'Uruguay. M. Banane veut développer un morceau de terrain de 500 hectares. Et M. Banane a besoin de 10-11 millions de dollars pour faire ça. Pour faire ça, il a un capital de 2-3 millions de dollars et veut un prêt. Ça serait bien pour la plaine de l'Uruguay que M. Banane vienne investir. Mais la banque locale va le faire entrer, disons, à 25%, parce que c'est un risque, la plaine de Logan, la banane, il faut l'exporter, c'est pas évident. Alors, M. Banane ne vient pas. Et voilà, fini. Comment est-ce qu'on pourrait aider M. Banane à la plaine de Logan? Alors, on pourrait dire, de la ville pourrait garantir, le gouvernement pourrait garantir partiellement une banque locale qui finance les 7 millions de dollars que M. Banane a besoin. Mais 3 de capital, la 7, c'est les 10 qu'il a besoin, il peut investir. D'accord. Alors, si le gouvernement garantisse la moitié du prêt, le taux de la banque a baissé, M. Banane pourrait investir. Alors, on en parle avec M. Banane, M. Banane dit oui, ça c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Comment ça? Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que moi, vraiment, je vais porter une voiture par semaine pour exporter la banane à l'Europe, parce que la banane que j'exporte de la Centre-Amérique a un taux d'entrée à l'Europe de 30%, et la banane haïtienne a un taux de 0. Alors pour moi, du point de vue compétitif, ça m'intéresse beaucoup la banane haïtienne. Je veux porter un bateau par semaine. Mais avec mes 500 hectares, je n'ai pas assez de bananes. Je veux acheter de la banane dans tout l'entour de Logan, ce que nous appelons les outgrowers, typiquement, pour leur ajouter la banane, exporter la banane du flot, 500 hectares, et les 1200 hectares qui sont alentour et qui pourraient se bénéficier de cette histoire. Alors, pour faire tout ça, j'ai besoin de l'aide. Et ce n'est pas seulement que j'ai besoin de financement sur mon entreprise. J'ai besoin de la formation pour les employés du flot, de mes 500 hectares. J'ai besoin de l'assistance technique pour m'enchaîner avec les petits producteurs, les outgrowers. J'ai besoin de peut-être délocaliser des gens, de mettre de la bourre pour les aider à les relocaliser. J'ai besoin de payer un tas d'études, parce que c'est la vie de rente, un tas d'études de mitigation ambientale qui sont très chères. Et alors moi, toutes ces choses, moi je ne peux pas payer. Ce n'est pas mon bilan qui va faire. Les bénéficiaires finaux sont les paysans, c'est pas moi. C'est les petits producteurs qui vont me vendre la banane. Alors je peux organiser ça. Mais je ne paye pas. Alors on dit, bon, M. Banane, imaginons qu'on vous aide avec le prêt, avec la garantie, et vous devez repayer, c'est remboursable, ce n'est pas un don. M. Banane est un type riche, n'a pas besoin d'un don de l'État haïtien, dans aucun cas. Mais toute cette histoire, pour les outgrowers, pour la zone de la petite infrastructure, l'assistance technique, devrait être un programme public pour aider les petits. Ah, ça c'est bien. Alors, M. Banane, vous serez prêt à nous aider à organiser avec le ministère de l'Agriculture tous les petits paysans alentours qui vont vendre la banane à M. Banane? Un fonds. Avec ça, peut-être je serai intéressé. Alors, le programme a un premier composant qui est à investir à M. Banane, ou à M. Poulet, ou à M. Fu, ou à M. n'importe quoi. Un second composant qui est l'alentour de l'investissement, la filière, que M. le professeur nous a bien expliqué, la filière porteuse. Et peut-être avec ça, M. Banane, M. Fu pourrait investir. M. Fu pourrait être M. Papancourt qui veut investir encore des hectares pour faire du rhum. Ou M. Rigaud qui veut faire encore du café et pas acheter café ailleurs. Alors, ce n'est pas l'investissement étranger qui est, c'est l'investissement qui est prêt à investir dans une filière, dans une zone.
Mais M. Banane est très exigeant. M. Anana, c'est Chiquita qui veut rentrer investir à Jean-Michel de la Dadaï pour la Nana. Ou Goya, je ne sais pas. Il vient et te dit, oui, c'est bien le proposant 1, c'est bien le financement. Le proposant 2 pour la filière, c'est bien, c'est très intéressant. Mais moi, j'ai besoin d'un pilote. C'est ça que M. Banane nous a dit. J'ai besoin d'un pilote. Parce que si j'ai un pilote de 8 hectares, après 9 mois, je saurai si la banane est tellement bonne comme je crois. Parce que j'ai fait mes études, je crois que le sol est très très bon, il y a de lait, il y a de l'eau, c'est bien ça. Mais je veux un pilote. Alors le programme investit comme site capital le pilote. Si jamais M. Banane investit, il doit rembourser le $1 million le pilote à côté. Si M. Banane n'investit pas, le programme cavale. Alors nous voyons qu'avec ces 3 composants, on peut aider la population filière, et M. le professeur vous a expliqué, dans des cas dans lesquels il y a une entreprise ample qui est prête à investir. Pourquoi on prend ce modèle? Comment choisir la filière? Parce que, par exemple, vous avez étudié 4 filières au Parti central, vous avez étudié plein de filières, mais une fois qu'il y a une filière ou non, n'importe où, comment tu choisis quelle est la portion de la filière dans laquelle tu commences à investir? Si le secteur public qui est ici, assis, décide peut-être que l'élection sera bien, ou peut-être pas tellement bien, parce qu'on décide d'investir dans une morceau de la filière qui est là, mais il n'y a pas un autre porteur qui va acheter, alors l'investissement peut-être que ça va tellement retard. Alors on a décidé de dire bon, et donc avec l'argent public de l'État haïtien, fourni, financé par la ville, les filières dans lesquelles il y a des gens très très bon, ça semble logique, mais quel est le seuil pour faire ça? Parce qu'imaginons qu'il y a M. X qui présente un projet, il dit moi je veux que me finance $1 million pour faire ça, parce que c'est ma filière, mais j'ai besoin du proposant 2, parce que le public pour les petits paysans, de $10 millions. Alors toi tu mets $1 million, tu demandes à la technicienne $10 millions, ça va pas, non? Alors il doit y avoir une relation entre ce que le privé investisse et que le public investisse dans la chaîne de valeur pour que ce soit raisonnable. Alors le programme est bâti comme ça. Seulement c'est éligible dans ce programme. Comment? N'importe quel an qui est prêt à investir $2 millions de son argent pour du privé, une banque. C'est légal. Mais il y a de l'argent frais qui rentre. Alors ce type-là, M. Lance, M. Banane, M. n'importe quoi, a scheme de quelque chose. Il est en train de mettre son argent, il croit à son projet, il risque. Pour commencer, c'est bien. Seconde question. Combien d'argent public on peut mettre derrière de l'investissement de monsieur privé? Pas plus de 2 fois. Si monsieur met $2 millions, la filière peut se bénéficier de 4. Si, comme dans le cas de M. Banane et Ergan, ils sont prêts à mettre privé $7 millions, le programme pourrait financer l'ensemble de la filière jusqu'à $14 millions. En faisant assistance technique pour les travailleurs qui vont être avec un salaire chez M. Banane, pour financer l'assistance technique de tous les territoires alentours, pour financer la petite infrastructure qu'il faut améliorer pour que ça marche, comme assistance financière pour convaincre les coopératives de crédit, les armées, tout ça, à leur prêter à ces paysans-là, à ces petits producteurs, ces paysans qui ont une hectare, 2 hectares de crédit de production qu'ils ont besoin. Et avec ça, travailler avec ça et pas, c'est fantastique. Toute cette histoire que je suis en train de vous raconter make sense. C'est logique, c'est bien. Mais est-ce qu'on pourrait la faire fonctionner? Et ma réponse, c'est non, jamais, sans vous. Ça veut dire, si le ministère de l'Éducation s'implique et organise, comme M. le professeur le disait, cette portion de la filière en disant, moi, je connais la plaine de Logan, je connais cette partie, je sais que, et je développe de la de la France et je paye à la de la ville toutes les consultants nécessaires pour savoir où on a besoin de l'argent pour améliorer l'infrastructure, l'assistance technique, le financement. Nous préparons bien le business plan de la chaîne de valeur. Quand M. Banane arrive
et demande l'argent, ou même l'argent PPP pour financer son entreprise, il doit présenter son business plan, la compagnie, et il va présenter le business plan de la filière. Certainement, il va payer pour son business plan. Ce n'est pas l'État qui doit l'aider, c'est son business. Mais c'est l'État qui doit développer, le ministère de l'Agriculture qui doit développer le business plan de la filière. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce type-là, s'il investit vraiment, toute la filière se bénéficie de ces choses. Alors ça, c'est l'esprit du programme. Le programme est en train d'être fini. On est en train de travailler avec le groupe de M. Orsin pour faire ça. Et ça serait le programme qui tirerait ici en haut de la filière choisie par vous-même et par le ministère des Finances comme filière porteuse. Une filière que vraiment il y a un investissement privé qui sont vraiment porteuses. Imaginons que l'investissement privé, c'est M. Gomez, mon exemple, qui veut investir dans une filière qui n'a aucun sens du point de vue porteur, du point de vue du ministère de l'Agriculture. Ça ne sera jamais élu. Ça va être seulement élu des filières porteuses d'accord avec le ministère de l'Agriculture. Alors, une fois ça c'est en marche, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que M. Banane commence à son plot de 500 hectares. Toute la zone va être affectée. Alors, M. le professeur disait, les transporteurs vont dire, oh, moi je veux participer à emporter ces bananes. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je fais des boîtes. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je fais n'importe quoi. Alors, le ministère du Commerce a plusieurs programmes pour aider ces compagnies que maintenant on ne peut profiter d'elles parce qu'il y a ce banane qui est là, qui achète la banane et qui l'emporte à l'Europe. Il faut avoir, avec le ministère du Commerce, crédit et assistance technique et site capital pour aider les petits transporteurs, n'importe quoi, qui dans la zone veut investir, veut mettre son effort et son capital de risque pour participer au développement de la zone de, donc mon exemple, M. Banane, ou de M. Poulet, parce que M. Poulet c'est une filière très intéressante, ou M. Thomas, dans la plaine ici, ça serait très intéressant, ou M. Cizal, dans le nord, Cizalco est là et vraiment ils sont en train d'investir, ou M. Boncourt, ou M. Moramier. Il y a plein d'opportunités des gens qui sont déjà là, qui ont un investissement, qui seraient prêts à investir. Il y a quelqu'un de très important dans le pays qui se fait l'unanimité. Prends un crayon, j'ai 17, 20 investisseurs potentiels qui sont prêts à mettre son argent dans le corporate, dans la compagnie, si l'État les aide à développer la filière des PPP. Alors, comment choisir? C'est à vous, c'est au même. First come, first serve. 2 millions de dollars d'investissement. Qui n'investissent pas, c'est pas sérieux, je ne crois pas. Et le ministère de l'Agriculture prépare tous les thèmes de référence et tout le suivi d'autres qu'on doit faire dans la filière. Une fois préparé, l'unité d'exécution, l'unité judiciaire devrait toujours être le ministère de l'Agriculture. Ça, en général, serait ma présentation. Je crois qu'on peut vous envoyer après un programme qui sont là, le petit PowerPoint, vous connaissez bien. Mais je crois que je croyais que c'était bien intéressant de voir raconter l'esprit des gens filières du point de vue du marché, que vous raconter l'histoire de chaque composant, de chaque programme qui est lourd et vraiment c'est pas très intéressant. Merci. Monsieur Gomez nous a fait un exposé pratique, si je peux me permettre cette expression-là. Et nous allons débattre de l'exposé du professeur Janiton, qui est un exposé académique, et du cas de M. Gomez. Donc, M. Farrell va animer le débat pour nous. Vous voyez, je vais être là, c'est que tout le monde qui l'a, il doit poser des questions. C'est peut-être ça, mais personne qui l'a, pas de monopoliser la parole. Merci beaucoup. Merci, Jean. Bon, il va là, une information et présenter l'organisateur complètement le fait que nous ne pas commencer avec une valeur qui est même ou encore chaîne de valeur dans laquelle le conséquent commence. C'est pas compliqué tout ça parce que là, c'est un système de modèle marketing.
Donc c'est très intéressant que les deux prestations ça avant pour nous réellement mettre madame là. Mais d'abord, nous avons là, c'est pas on est questionné. Quand on dit tout le temps, nous avons qui est qui sont doués, mais en fait, discussion, nous avons pas. Nous avons ça. Emmanuel Prophète, ministère de l'Agriculture, Service national semencier. Bernard Richard, ministre de l'Agriculture, unité de coordination de direction départementale. Thuriel Rolex, consultant et PTA jeunesse. Pierre-Richard Dortilus, ingénieur agronome, responsable service, suivi et évaluation de l'Institut national du café d'Haïti, INCA. Joseph Hervé, ministère de l'Agriculture, direction de protection et santé animale. Hubert Fleurinor, direction production et santé animale, ministère de l'Agriculture. Éric Auguste, secrétaire départemental Nord-Est. Anis Prosper Joseph, DDA Nord. Arnaud Séverin, secrétaire départemental à l'école de l'Ouest. Jean-Martin Aubin, secrétaire départemental à l'école de l'Est. Pierre Julie, DDA Sud. Roche Christelle, DDA Libre. Angela Daniel, ministère de l'Agriculture pour la subvention des fertilisants. Carmel, ministère de l'Agriculture pour Mario Moustin, commission pilotage de la régulation agricole, programme de vie, programme séparé. Combien PDG, Inotech, producteur. Gary Lazilon, enseignant, consultant. Et Joseph Jean, directeur départemental pour la sécurité. Jean-Serge Andois, assistant directeur à la clinique des ressources forestières et des soins du ministère de l'Agriculture et coordonnateur du programme de mitigation des déplacements naturels. Marie-Paul Deschamps, stagiaire pour passer. Marcel Kwame, ministère de l'Agriculture, carrière de mission en ADBV, et Bignon, pilotage, commission d'organisation agricole. Marcel Moussa ministère de l'Agriculture. Evan Augustin, coordonnateur du projet principal, PTDA, cadre du ministère de l'Agriculture. Azam Michel Sylvestre, principal séminaire de l'Agriculture. Marguerite Nelson, directrice adjointe laboratoire vétérinaire pour la qualité des aliments, ministère de l'Agriculture. Alexandre Monzo, responsable statistique d'IDEA Ouest. Robert Chéry, ministère de l'Agriculture, projet récépal. Je suis Monique Jean, je suis conseillère en gestion pour l'Africano, c'est la Fédération des coopératives cacaoyères du Nord. Je suis Ted Saint-Just, agro-socio-économiste pour Modèle. Sylvain Dufour, conseiller en crise agricole pour le programme SIFA. Hélène Saris, consultant. Moi, Fonsi Rolex, consultant, suivi évaluation, ministère de l'Agriculture. Pierre Claudel Alexandre, directeur départemental du Sud-Est pour le ministère de l'Agriculture. Famille de Bépi, DDA Glandon. Saint-Jean-Baptiste, DDA Sud, projet C4. Agnès Moifort, chef de l'Agriculture, projet récépal. Marie-Olivia Alphonse, CRDA, ministère de l'Agriculture. Raphaël Pierre, consultant A, projet de l'Agriculture. On a pris à l'UEP. Romain Joisa, agronome, ministère de l'Agriculture, PIA.
Pierre Guerrier, cabinet du ministre. Camille Jacques, coordonnateur et direction départementale. Pascal Pétoisson, du cabinet du CEA. Christian Varel pour croissance. Puis la vie a dit que le secteur par nous, on est le secteur qui est mort dans l'économie haïtienne. D'accord? Ça veut dire que la vie a dit. Qui va rajouter qui a du côté dans le pays de l'île? Pas un représentant, pas un valeur, pas absolu. La littérature a dit. C'est une loi là, que je parlais, lever maintenant et puis la passer le poids. Chiffre PIB à vous la communication. PIB là, c'est une c'est une première question. Deuxième question. Combien de copes que l'agriculture a dans le budget pays d'Haïti? Comment est-ce que vous parlez? Tout le pas ingénieur, pas fond. Bon, malheureusement, depuis environ 10 ans, ça tourne autour de 5 à 6% et c'est du regret. Combien de millions la place ça, c'est milliards d'euros. Ça, c'est au niveau du budget. Au niveau du budget, oui. Ok? Pour ça, combien de monde tu n'as pas une valeur ajoutée? Combien de agriculture, valeur ajoutée à l'agriculture à représenter de manière absolue? Qui des questions ça là? D'une façon de Google, nous avons fait des recherches, qu'est-ce qu'il y a ces recherches? Donc, on pose des questions qu'on y a là sur deux présentations de fait. Donc, une suite de questions, levez même, commentaires. C'est Georges Hamilton avec Philippe Gomez qui fait l'intervention. Moi, je connais l'autre camp, le pays d'Haïti, je connais l'export de bananes, je connais l'export de cisailles. Mon filière porteuse n'a pas existé, mais c'est des filières porteuses. Nous connaissons comment ça va passer. Nous avons demandé pour faire filière porteuse là. C'est des produits divisés d'exportation. Or, nous connaissons déjà une difficulté pour produire pour manger, c'est exporter, c'est importer, c'est importer. Je m'ai demandé les conditions pour remplir qui sont nécessaires avant de choisir filière porteuse. Nous connaissons l'expérience qui fait déjà, pas de pareil encore. Deuxième question. C'est pas comme vous la Question là, plus ou moins sur le même sens avec un bonhomme. Si que moi, il y a comme dans le groupe filière porteuse, donc intervenant, qui va un exemple précis sur lui. Moi, d'après ce que j'ai presque le même exemple parce que je ne vais pas vraiment faire schématisation pour y avoir un esprit. C'est une question. Deuxième, c'est pour qui ça n'ont pas de café comme on filière porteuse. Pour qui ça n'est pas dans le groupe là, c'est ça qui explique ça. Ce qui critères on basé vraiment pour nous mettre, pour nous faire liste filière porteuse, produit qui filière porteuse. Question par là, parce que vous avez question madame, non, c'est que moi-même, moi représente Ficano, c'est une affaire cacao. Moi-même, tout le monde a une interrogation pour qui ça cacao pas fait partie de filière porteuse. D'abord, merci pour les questions. Enfin, elles sont toutes de bonnes questions, on va le dire comme ça. Mais, non, pour moi, c'est une question qui est condition pour nous dire en filière que sont filières porteuses. Dans le débat, il y a 3 ou 4 éléments. On a dit que déjà, il faut que le producteur là, ait un revenu conséquent, un revenu substantiel là-dedans. On a dit qu'il faut permettre la production agricole d'une manière générale augmenter. Et puis on a dit tout, c'était
il y en a un élément, et c'est pas tout ça qui est principal là. On dit que l'homme est capable de générer, l'État est capable de générer des devises pour le pays. Mais comme nous avons constaté, nous mettons les 2 vaches par exemple dans la filière bordeuse, mais les 2 vaches n'ont pas exporté les 2 vaches. Pourtant, nous parlons de nous comme filière bordeuse. Parce qu'en définitive, l'un nous parle de filière bordeuse, là, nous ne parlons pas de qui existe comme tel et qui constitue la principale filière. Donc, oui, il n'y a pas de ça tout. Mais nous plus le potentiel pour le vivre en filière qui est économiquement importante. C'est là où nous campons. C'est là où nous campons. C'est ça pour essayer de comprendre. Notre bagaille, nous dit oui la donne, et puis bon, nous parlons avec l'évidence par rapport à Ignam. Ignam la donne tout. Comme vous devez prendre, un exemple. On prend exemple rien. Alors, des schémas rien, ce n'est pas schéma Ignam, non. Tout comme schéma rien, ce n'est pas schéma banane non plus. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas schéma haricot, ce n'est pas schéma cacao. Donc, on devez juste prendre un exemple pour montrer qu'il y a différents maillons et que les interventions doivent s'adresser aux maillons, aux acteurs des différents maillons et pas prendre la de manière globale après ça pour la discipline. Et puis, troisième question, c'était cacao. Pour qui ça cacao pas là-dedans? Nous faut dire clairement que dans la première étude de l'IKTCA, cacao est là-dedans. Cacao est là-dedans. Bon, café pas là-dedans par exemple. Café pas dans aucune étude. Cacao est là-dedans, mais café pas dans aucune étude. Café a posé problème, effectivement. Il faut nous clés sur ça. Que la situation Haïti en matière de production et de commercialisation du café, ça a changé pendant les 20 dernières années. Il faut nous clés sur ça. Que désormais, il n'y a plus de quotas. Haïti, les quotas sur le marché international, là, côté Haïti, il y a un quota que lui livre chaque année. Et que Café Haïti a des bonnes réputations de café de qualité, de arôme, de qualité, de la qualité dans ça. Au moment où nous avons fait valoir la belle qualité là, pour nous mettre des quotas sur le marché international là, désormais, il n'y a plus de quotas. Le marché est libre. Imaginez ça, ça est en concurrence Haïti avec la Colombie ou le Brésil sur le marché international. Le marché est libre. Donc, et puis les prix sont fixés à Londres, c'est ça, vous le connaissez, les prix du café sont fixés à Londres. Donc ce qui fait que le producteur ne maîtrise rien en matière de prix, et puis nous constatons clairement